À toutes et à tous, bienvenue à cette 5e édition du Facebook Live du groupement de gendarmerie du département du Nord. Ce soir, nous allons aborder une thématique, hélas, tristement dramatique et régulière. Il s'agit des violences faites aux femmes. Originalité de cette édition, nous accueillons un intervenant extérieur. Il s'agit de Jessie Cormon, sociologue. Alors, Jessie, pouvez-vous vous présenter ainsi que l'organisme au sein duquel vous travaillez? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je travaille comme sociologue pour Phare pour l'égalité, qui globalement accompagne des politiques publiques, travaille auprès de travailleurs sociaux, du travail social, médico-social, des associations de quartiers populaires, d'éducation populaire, et directement auprès de jeunes et moins jeunes, particulièrement en quartier populaire, sur différentes formes de violences inégalitaires, sexistes, mais aussi liées au racisme, aux classes sociales, etc. Donc ça, c'est ce que je fais dans mon travail, dans mon métier. Du coup, j'épaule les gens pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre société et d'identifier des leviers d'action pour faire reculer ces différentes formes d'inégalité ou de violence plurielle. Voilà, donc en quelques mots, maintenant, on sait à quoi sert un sociologue. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, de faire un rapide état des lieux sur la problématique des violences faites aux femmes, un état des lieux assez statistique, et ensuite on rentrera dans une approche plus sociologique. Alors, concernant ces violences faites aux femmes, l'année 2018, globalement, sur le ressort du groupement de gendarmerie du département du Nord, en fait, nous avons constaté peu ou prou 24 000 crimes et délits. Grosso modo, le chiffre est stable depuis quelques années. On observe que parmi ces faits, 1550 d'entre eux sont des violences intrafamiliales et que parmi ces violences intrafamiliales, 80% d'entre elles sont des violences faites aux femmes. Voilà, donc on est sur un chiffre assez significatif. Le point particulier, c'est que si tous les autres types de délinquance sont relativement stables, en fait, depuis 2 ans, on observe que les violences intrafamiliales, donc 80% d'entre elles sont des violences faites aux femmes, sont en augmentation considérable, puisque depuis 2 ans, c'est une augmentation de plus de 27% d'évolution de ce type de délinquance. Alors, l'explication de cette hausse de la délinquance, elle pourrait porter sur la libération de la parole. C'est certain qu'il y a un effet libération de la parole. Aujourd'hui, tout un ensemble d'associations, de campagnes de publicité visent à informer les gens de façon à ce que ceux-ci ne gardent pas par devers eux ce qu'ils subissent en termes de violence au sein de la sphère intrafamiliale. Mais il y a aussi, certainement, une augmentation de la violence de la sphère privée. Alors moi, nous, en tant que gendarme, cette explication nous paraît un peu plus intéressante à analyser, puisqu'en fait, on observe qu'aujourd'hui, les gens qui sont violents ou qui étaient violents, comme de par le passé, qui cherchaient gratuitement la castagne, comme on peut dire, sur la voie publique, qui voulaient en découdre gratuitement, et ben on ne les retrouve plus, ou très très peu. Et ça nous laisse l'impression que finalement, il y a eu un transfert de cette violence de la voie publique vers la sphère privée, quoi. Donc c'est une véritable interrogation. Et là, pour le coup, nous, on serait intéressés d'avoir l'approche et la vue et la lecture des choses de la part d'un sociologue. Et tout d'abord, ma première question, c'est est-ce qu'il y a une histoire, un historique des violences faites aux femmes au travers les ans et les siècles? Alors effectivement, il y en a une, et déjà il y a un historique sur l'histoire de la lutte contre les violences faites aux femmes, que l'on doit notamment aux luttes des femmes et aux luttes féministes, parce que pendant longtemps, nos sociétés ne condamnaient pas les violences faites aux femmes. Je rappelle que pendant un moment de l'histoire, il y avait une sorte de droit de correction des maris sur leurs femmes, il y avait une autorisation à la violence, et y compris en cas de décès, si les circonstances du mari étaient perçues comme étant entendables, ouais. Le mari n'était pas forcément... Alors, c'était un espèce de droit coutumier qui autorisait oui, à corriger sa femme. Tout à fait, ouais. Et donc, ça, je saurais plus vous dire à partir de quand cette idée-là, enfin, en tout cas l'idée, le fait a été condamné en justice. Ouais. Mais ensuite, on sait toujours qu'une fois que la loi existe et que la condamnation en justice existe, il faut du temps à travers l'histoire pour que les mentalités... Pour corriger les habitudes. Voilà. Et donc, du coup, on a aussi eu un décalage de ce type-là. Et puis, dans l'histoire récente, il faut aussi qu'on prenne la mesure de l'impact de mouvements de prise de conscience dans nos sociétés comme MeToo et Balance ton port sur les questions des violences, du harcèlement sexuel et des violences sexuelles, puisqu'on a découvert à ce moment-là l'ampleur des violences faites aux femmes en matière de violences sexuelles, dont un certain nombre ne mesuraient pas
à quel point elles étaient aussi généralisées et aussi généralisées dans des milieux sociaux qu'on soupçonnait peut-être pas auparavant. Et donc ça, c'est une nouveauté que je tiens à souligner maintenant. Peut-être qu'on y reviendra effectivement après. Mais pendant une période, on associait les violences faites aux femmes seulement à certains milieux sociaux, à certains profils. Or, avec MeToo et Balance ton port, on a découvert que les violences, elles étaient généralisées dans la société. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, il faut aussi avoir en tête que la question des violences faites aux femmes, elle n'est pas, comment dire ça, ça n'a pas toujours existé dans l'histoire de manière linéaire. Il y a des périodes de l'histoire où les violences les violences faites aux femmes augmentent, d'autres périodes où elles diminuent. Alors, c'est dû à quoi ces variations? Alors, du coup, il y a plusieurs facteurs. Je ne vais pas forcément tous les aborder, mais en tout cas, en sociologie, on essaie d'identifier ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la violence pour essayer de comprendre pourquoi des périodes de l'histoire, pourquoi dans certaines sociétés, milieux sociaux, pourquoi il y a des variations des violences et qu'elles ne sont pas forcément constantes de manière continue. Un élément de spécificité historique sur les violences faites aux femmes, puisque les violences intrafamiliales se situent dans le cadre plus général des violences faites aux femmes. Si je prends un élément de contexte, alors ça pourra peut-être surprendre, mais sur un bouleversement des rapports des hommes sur les femmes se situe notamment dans ce qu'on appelle la domination masculine. Le patriarcat, le système de domination des hommes sur les femmes. Et ce système de domination-là, il a une histoire. Il ne date pas depuis le début de l'histoire de l'humanité. Il y a toujours eu la domination des hommes sur les femmes, mais la société sexiste dans laquelle on vit maintenant s'enracine notamment dans ce qu'on a appelé la naissance du patriarcat il y a 5 siècles, et notamment dans une période de brutalité particulière. Et ça, c'est lié aux femmes. À certaines géographies continentales? Alors là, je vais parler pour celle-ci seulement en Europe, avec ce qu'on a appelé le sexocide des sorcières, le féminicide d'une partie des femmes en Europe. Ah ouais, d'accord, la chasse aux sorcières, c'est un peu… Dans l'imaginaire collectif, on a un reste de ça avec la figure des sorcières à Walt Disney, etc. C'est une figure qu'on a dans l'imaginaire, qu'on trouve dans les films d'horreur, avec les sorcières satanistes, etc. Or, en fait, cette histoire-là, cette figure des sorcières, n'est pas forcément liée à cette idée religieuse de Satan, etc. Une bonne partie des femmes qui ont été sexocidées, parce que femmes, c'était des centaines de milliers de femmes à travers l'Europe, voire peut-être bien le million de femmes qui ont été assassinées. Ah oui, sur quelle période? Pendant à peu près un siècle. Et cette période-là, l'assassinat en masse des femmes a été une nécessité, notamment de créer et d'institutionnaliser une infériorisation des femmes. D'accord, ça a été orchestré. Ça a été orchestré, organisé, alors en partie par l'Église, mais pas seulement, c'est plus compliqué que ça, c'est pas qu'une affaire religieuse. C'est un nouveau système de domination qui a été mis en place. Et donc ça, c'est une spécificité historique à ce moment-là, que des violences massives faites aux femmes sont organisées dans un contexte, alors peut-être ça peut paraître surprenant de le dire comme ça, donc je me permets peut-être d'en dire 2 mots, dans les choses qui peuvent surprendre, à l'époque par exemple, avant il y a 5 siècles, dans les sociétés européennes, les femmes avaient du pouvoir politique. Or aujourd'hui on a l'impression que la politique ça a toujours été une affaire d'hommes, les femmes à la maison, les hommes au travail, les femmes à la maison qui s'occupent des affaires de gosses, qui discutent des affaires de gosses, et les hommes discutent des affaires militaires ou des affaires politiques. Or, avant ça, il y avait des femmes qui avaient des responsabilités, y compris au niveau politique. Il y avait des femmes qui avaient des responsabilités, y compris au niveau religieux. Aujourd'hui, on s'imagine qu'un prêtre, c'est forcément un homme. Et que ça a toujours été comme ça. Cette histoire-là, c'est une histoire réécrite. Et le moment du sexocide des sorcières, c'est un moment de grand enfermement des femmes dans la sphère domestique, de grand enfermement des femmes hors du monde du travail et après hors du monde salarié, et de grand enfermement des femmes hors du monde de la politique. Donc, un phénomène qui a commencé à quel siècle? Et donc, à peu près le 15e, 16e siècle. Et finalement, qui a influencé les mentalités jusqu'à un passé très récent. Qui a bouleversé notre rapport aux femmes et aussi au sentiment d'autorisation de la violence envers les femmes. Alors ça, c'est pour l'approche historique. On se rend compte que finalement, on apprend beaucoup de choses. Alors, d'un autre point de vue, si on considère les choses d'un point de vue géographique, est-ce qu'il existe une cartographie des violences faites aux femmes? Alors, dans un passé récent, aujourd'hui… Alors, si on est à l'époque contemporaine, on pourrait parfois avoir l'impression, dans le traitement médiatique d'il y a quelques années, que les violences faites aux femmes étaient surtout des violences, par exemple, des violences dans les banlieues, dans les quartiers populaires, dans les villes populaires, les villes ouvrières, etc. Or, on découvre aujourd'hui, effectivement, enfin on découvre. Quand je dis on découvre, là, c'est pour le citoyen lambda. Ouais. Parce que les chercheuses et les féministes le savent depuis longtemps, les violences faites aux femmes ont lieu dans le milieu urbain, dans le milieu
rurales, dans le haut des classes sociales, dans les classes moyennes, les couches populaires. D'accord, c'est un Et ça, phénomène universel. cette question, malheureusement, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il est assez généralisé. D'un point de vue géographique, plus à l'échelle mondiale, on pourrait aussi avoir parfois l'impression qu'il y aurait des sociétés plus violentes envers les femmes, notamment les pays du tiers-monde, etc., les pays arabes, les pays musulmans, les pays africains, etc. Et pourtant, ça aussi, c'est une idée reçue qui n'est pas si juste que ça. On ne constate pas forcément un lien avec un Occident moins violent avec les femmes, par exemple, et qu'un Orient, pour le dire comme ça, reprendre ces catégories qui sont mauvaises, il y a un Orient qui serait plus sexiste. C'est pas forcément le cas. Par contre, ce qu'on constate au niveau de la géographie, c'est que dans le monde, et là je me base sur les travaux de la Commission des déterminants sociaux de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui montrent que, et ça vaut aussi pour les autres formes de violence, pas forcément des violences sexistes, des violences faites aux femmes, les sociétés où il y a le plus de violence interpersonnelle, intrafamiliale ou hors de la sphère domestique, ce sont les sociétés les plus inégalitaires. C'est-à-dire que les sociétés où il y a le plus d'inégalités en général, entre les riches et les pauvres, etc., et de petites inégalités racistes ou sexistes, ce sont des sociétés qui ont tendance à produire davantage de criminalité, de délinquance et de violences interpersonnelles. Et ça, ce constat-là, il se retrouve aussi sur la question des violences faites aux femmes. Donc, un exemple concret par rapport à ça, une partie des pays scandinaves, la Suède, la Finlande, etc., ont réussi à faire reculer depuis un certain nombre d'années, alors pas toutes les violences faites aux femmes, loin de là, ce n'est pas des pays entièrement égalitaires, mais comparativement à d'autres pays, des pays comme les États-Unis par exemple, qui d'un point de vue économique sont très développés, par contre le degré de violence faite aux femmes est considérable aux États-Unis. Parce qu'on a une très large amplitude sociale. L'amplitude des inégalités et ça, c'est un creuset le Brésil, dans lequel va s'épanouir. La Suède, on constate aussi qu'il y a des inégalités globales plus réduites. D'accord. Et effectivement, les forces égalitaires en matière hommes et femmes, sur un certain nombre de sujets, sont très prononcées et très marquées. Et ça en est parfois troublant de se dire, tiens, comment une société réussit à fabriquer de l'égalité et faire reculer de la violence. Là, on y reviendra peut-être après. Bon, c'est une question qui va revenir. Les citoyens ont un sentiment d'impuissance sur. Alors, justement, par rapport à ce sentiment d'impuissance, quand on vous écoute, on a l'impression finalement que ces violences sont une sorte de fatalité inhérente aux relations hommes-femmes. Alors, pour moi, elles ne sont pas une fatalité inhérente au rapport homme-femme, mais par contre, elles sont une fatalité inhérente au système de domination masculine sur les femmes. Le système de domination masculine sur les femmes est basé sur la violence physique, sexuelle, psychologique, économique, politique et culturelle. Ça, le système de domination est fondé sur la violence. Par contre, les rapports hommes-femmes n'ont pas forcément, il n'y a pas forcément de fatalité, de naturalité à ce qui est de la violence entre les femmes et les hommes. Et donc, pourquoi je me permets de dire ça? Si on prend la mesure de ce que j'ai proposé tout à l'heure comme analyse, que les violences faites aux femmes évoluent dans le temps, dans un même pays, il y a des périodes où il y a plus de violence et des périodes où il y a moins de violence. S'il y a une évolution, ça veut bel et bien dire qu'il y a des facteurs qui la favorisent et l'amplifient, et des facteurs qui la diminuent. Du coup, cette idée-là, rien que l'idée qu'il y ait des facteurs qui influent sur la violence, en réalité, on doit en tirer comme conséquence qu'il faut qu'on puisse identifier ces facteurs pour donc agir et faire reculer ces violences faites aux femmes. Et donc, effectivement, c'est possible. Il y a des leviers d'action. D'accord. Alors là, je vais rebondir de suite sur une question qui vient de nous être posée là, par les internautes. Est-ce que les réseaux sociaux contribuent justement à la mise en évidence de ces violences, ou est-ce qu'ils peuvent avoir un impact pour déchaîner un peu cette violence en fait? En quoi les réseaux sociaux peuvent faire varier, influer sur les violences faites aux femmes? Alors c'est une très bonne question, merci beaucoup. Je pense que les réseaux sociaux, comme tous les types de médias, contribuent positivement à des avancées et négativement à des reculs. Positivement, les réseaux sociaux sont un formidable outil d'éducation populaire aujourd'hui, de sensibilisation, de découverte d'histoire et aussi de découverte sensible. Parce que voilà, les sociologues, les gens comme mon métier, la plupart des gens, des fois on n'est pas toujours accessible au public, on ne parle pas bien, on n'est pas clair, on est chiant, on s'ennuie quand on nous écoute. Mais parfois, du coup, il y a des petites vidéos qui sont mieux faites. Ouais. Les gens fabriquent eux-mêmes leurs supports culturels qui sont peut-être parfois plus parlants. Et du coup, cette sensibilité des messages sur les réseaux sociaux, des petites vidéos, des petits témoignages, etc., en tout cas, diffuse une culture de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Donc ça, entre guillemets, ça nous arme. Ça, c'est le bon côté des choses. Collectivement, mais forcément. Et y compris les plus jeunes générations, par exemple,
peuvent être sensibles aux questions des violences faites aux femmes, là où la plupart d'entre nous, des générations précédentes, avant que les réseaux sociaux soient si massifs, en fait, on était un peu dépendant des rencontres humaines qu'on faisait, d'un enseignant qui nous a parlé de ça, de militants, de militantes qui ont fait ceci ou cela, d'une campagne de prévention par les gendarmes qui ont pris l'initiative de le faire ou pas. Et si on n'était pas dans l'établissement où il y a eu la campagne de prévention, en tant qu'être humain, on passe à côté, on n'a pas été sensibilisé. Et pour les effets négatifs, souvent ça aussi c'est un acquis des féministes en matière d'analyse. Pour qu'il y ait aussi violence, il faut aussi, violence dans les faits, il faut aussi qu'il y ait des facteurs d'autorisation de la violence dans les têtes. Et donc, du coup, on parle de culture du viol, qui sont aussi un élément qui contribue à fabriquer le passage à l'acte, l'autorisation sociale, ou en tout cas personnelle, du passage à l'acte en termes de viol. Et on parle aussi de culture de la violence faite aux femmes, qui se diffuse aussi sur les réseaux sociaux. Un exemple très concret par rapport à ça, d'une forme de violence ordinaire. Un certain nombre d'émissions télé-réalité qui passent à la télé, par exemple, sont des émissions dans lesquelles on se rit des femmes, de la figure de la blonde, excusez-moi de le dire comme ça, mais de la pauvre conne qui est manipulée, dont on rit, on se fout d'elle, avec parfois, dans certaines émissions de télévision, par exemple, de la mise en scène. Alors, je reprécise que les émissions de télé-réalité, ça n'est pas la réalité, c'est un spectacle. C'est de la mise en scène calculée de la réalité, mais quand on ne sait pas que c'est du théâtre, on croit parfois que c'est vrai. Et du coup, il y a des mises en scène de situations de tromperie, par exemple, de tromperie conjugale, etc. D'accord. Ces émissions de télévision-là contribuent parfois à nous donner une image de la femme qui presque mérite ce qui lui est arrivé quand dans l'émission de télévision, on se lâche sur elle. On rit d'elle, on lui en veut d'être aussi stupide, etc. Et donc, en tout cas, il y a un certain climat dans la société qui parfois contribue. Alors, je vais reprendre un exemple aussi, parce que je sais que parfois des gens se disent tout de suite, ah bah le rap par exemple. Je vais faire exprès de ne pas prendre le rap, parce que le rock et d'autres types de musique de chansons françaises classiques, ne sont pas à l'abri de ces récits misogynes, de cette haine des femmes mis en poésie musicale. Haine des femmes mis en poésie. De haine des femmes. Mais du coup, je vais pas forcément aborder ça maintenant, mais prendre juste un exemple de la culture de la violence faite aux femmes cultivée. La publicité. Ouais. Pour une marque de luxe, je ne sais plus si c'était, je ne vais pas dire la marque pour éviter de m'attirer des ennuis, mais en tout cas pour une des marques de luxe, je ne sais plus si c'était pour du parfum ou pour, je crois que c'était pour du parfum de luxe, la mise en scène pour vendre la marque, on a mis en scène, donc comme d'habitude, des beaux gosses avec des plaques d'abdominaux carrés, super, tous en jean, torse nu, brillants, vraiment sexy au possible. Et ces hommes, en fait, étaient mis en scène à une dizaine de gars, en fait, 4 qui tenaient les bras et les jambes d'une femme, et un dernier qui s'avançait avec son jean, hein, mais comme s'il allait lui passer dessus. En fait, la publicité mettait en scène une scène de viol pour nous vendre un produit. Cette publicité-là, il a fallu du temps et des luttes pour qu'elle soit retirée. Mais ça a mis des années. C'est-à-dire que dans notre imaginaire collectif, ça passait. En fait, on n'a pas forcément vu le côté scandaleux de la mise en scène d'une situation de viol pour pouvoir vendre un produit. C'est-à-dire que notre culture, quand je parle de culture du viol, enfin de culture sexiste sur les violences faites aux femmes, comme c'est culturel, dans nos têtes, il y a des violences qui sont banalisées, dont on ne se rend pas forcément compte. Elles sont banalisées pour les auteurs, mais aussi peut-être pour les victimes. Quand on intériorise la violence et que ça a l'air de paraître normal pour un certain nombre de personnes, je le disais tout à l'heure, avant, les violences faites aux femmes n'étaient pas forcément condamnées. Un mari qui, dans la rue, s'engueule avec sa femme et lui met une tarte les gens passaient à côté, certains, ça les gênait, d'autres, ça les dérangeait pas forcément. Aujourd'hui, on constate que cet élément-là a changé. Pas entièrement, je pense, mais lorsqu'on voit dans la rue, maintenant, un homme qui s'en prend à une femme sur la place publique à Rigour, à Lille, des gens vont plus se sentir autorisés à intervenir pour empêcher la violence. D'accord. Ce n'était pas forcément le cas auparavant. Donc ça, c'est une évolution positive. Ben, ça aussi, c'est qu'en fait, puisque la culture vaut autorisation, il y a un lien entre culture, représentation sociale et nos actes. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se sentent autorisées à condamner verbalement et physiquement, à intervenir contre les violences qui sont faites aux femmes. Et du coup, de ce point de vue-là, ça, c'est de véritables avancées. D'accord. Une autre question aussi qui est liée aux éléments que vous voulez nous apporter, c'est concernant les profils types. Donc, on a dit qu'il n'y a pas de géographie, qu'il y a une histoire des violences faites aux femmes. En termes de profil type, que ce soit victime ou auteur,
finalement, s'il n'y a pas de cartographie, s'il n'y a pas de géographie particulière, on imagine que ça concerne tout le monde. Eh bien oui, alors, donc sur la géographie, effectivement, j'ai répondu. Sur les classes sociales, puisqu'on est dans le Nord-Pas-de-Calais, pendant un certain nombre d'années, dans les discussions et les débats, un certain nombre de personnes avaient l'impression que les hommes violents, c'était surtout les prolos blancs, la figure des beaufs, alcoolos qui vont taper sur leurs femmes. C'était un petit peu cette image-là. Or, aujourd'hui, ce qu'on sait avec les enquêtes sérieuses, pas les sondages, les vraies enquêtes scientifiques alliées d'ailleurs des forces de police et de la gendarmerie pour faire science ensemble, on sait maintenant que ces violences-là, c'est ce qu'on appelle en sociologie des violences transclasses. D'accord. Elles existent de manière égalitaire chez les couches populaires, les couches moyennes et les couches supérieures. Par contre, on a un problème, y compris au niveau scientifique, et peut-être que les forces de gendarmerie sont aussi parfois démunies là-dessus, c'est qu'on a une sous-représentation des classes moyennes et des classes supérieures dans les plaintes déposées aux tribunaux, des plaintes déposées dans les services de l'ordre. Espèce d'omerta, de honte. Et ça, je vais vous donner du coup une anecdote de terrain. Lors d'un entretien que j'avais fait avec une femme qui était issue de ce qu'on appelle la haute bourgeoisie du Nord-Pas-de-Calais, cette femme-là, dans l'entretien, au bout d'un moment, elle me demande d'interrompre l'entretien. Donc j'éteins le magnéto, j'interromps l'entretien, et elle me dit, vous savez, ces questions de violence faites aux femmes dans tous les milieux, vous avez raison, et vous êtes bien en dessous de la réalité de ce qui se passe. Elle dit, le problème c'est que chez nous, quand ça arrive, donc dans des gens d'une des familles les plus fortunées de la région Nord-Pas-de-Calais, que pas mal de gens connaissent, elle nous disait, dans nos milieux, une femme ne peut pas parler parce qu'il y a, et c'est le terme qu'elle a repris, vous venez de l'employer, il y a une véritable omerta. Le choix des mots pour cette dame n'est pas une petite chose. Quand elle choisit le terme de l'omerta, et l'omerta c'est un mot fort, vous savez que c'est la loi du silence dans la mafia, notamment italienne, mais c'est la loi du silence, si tu parles, tu es tué. Et donc du coup, je lui demande pourquoi elle emploie ce mot-là, elle me dit, une femme qui parle risque de salir non seulement son conjoint, mais risque de salir les gens de notre rang social. C'est-à-dire que c'est pas juste une personne qui est salie si on sait qu'elle a commis ce genre de méfait-là, c'est l'ensemble d'un milieu social qui risque d'être entaché. Donc du coup, elle dit, si jamais on parle, on risque d'être socialement banni de ce milieu-là, de perdre les amis, de perdre les connaissances, de perdre, y compris de perdre de l'emploi, etc. Donc elle m'expliquait qu'une des raisons pour lesquelles il portait pas plainte, c'est qu'en réalité, ça se passait en interne à coup d'avocat et à coup de notaire. Donc, quand les enfants violent, ce qui peut arriver, ça se résout entre familles à coup de notaire. Quand il y a des conjoints violents, ça se résout d'un point de vue financier, etc. Et du coup, ce fonctionnement particulier à ces milieux sociaux-là font que les plaintes ne sont pas posées dans en fait, leur situation sociale, ces milieux sociaux-là sont donc sous-représentés au niveau de la prison, de la police et de la justice. Mais donc, effectivement, on n'a pas forcément. Et de la même manière, sur la question des origines immigrées, est-ce que des gens qui auraient une religion musulmane, par exemple, bien sûr, qui seraient d'origine africaine ou des Antilles françaises, etc., là encore, on constate qu'il n'y a pas forcément une surreprésentation flagrante. Le facteur religieux et culturel, d'origine culturelle, n'est pas forcément le plus significatif dans la réalité. Par contre, dans la perception des gens, il y a un biais, on a l'impression que c'est plutôt dans ces milieux-là. D'accord. Alors, une question à laquelle vous avez commencé à répondre tout à l'heure concernant, qui porte cette fois-ci sur les sociétés modèles. Alors, j'ai pu comprendre que les sociétés où on a une amplitude sociale qui est plus ramassée, il y a une meilleure harmonie sociale et il y a moins de violence. Donc là, en fait, on pourrait en déduire que les pays anglo-saxons peuvent constituer un modèle pour les pays tels que la France, qui sont encore bien empêtrés dans ces problèmes de violence faite aux femmes. Oui, et à ce niveau-là, je tiens à souligner en tout cas le grand intérêt que je porte à l'hypothèse de transfert de la violence dont vous parliez tout à l'heure, que le fait de constater un recul de la violence dans la rue, et que parallèlement vous constatez une augmentation des violences intrafamiliales, et vous aviez parlé du concept de transfert de violence. Effectivement, je pense qu'il n'est pas, c'est pas forcément le seul à prendre en compte, mais comme on constate que dans les sociétés où les violences inégalitaires entre classes sociales, les violences économiques, quand il y a augmentation de la précarité, du chômage et globalement aussi du stress qui est lié à ces situations-là, des sociétés où la question de la haine de l'autre et du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de la négrophobie, de la homophobie, enfin bref, de différents types de haine, les sociétés qui font augmenter un climat de tension. Et en sociologie, on parle aussi finalement de processus de décohésion sociale et nationale. Au moment où les individus s'atomisent, une augmentation des tensions entre les personnes qui augmentent, et effectivement, dans ces situations-là,
historiquement, on constate que à chaque période d'augmentation des inégalités, les violences inégalitaires se traduisaient souvent par des hausses de violences identitaires. Et ces mêmes hausses de violences identitaires peuvent elles aussi augurer de la hausse des violences. Donc, les violences intrafamiliales sont peut-être un des symptômes d'une espèce de déliquescence de la cohésion sociale ou d'un manque de consistance de la cohésion sociale. Moi, en tout cas, je pense, mais ça reste à critiquer, de toute façon, c'est un sujet etc. réflexion, Mais qu'on ne peut pas isoler des formes de violence entre elles sans prendre en compte le fonctionnement global d'une société. Et que si on constate aujourd'hui, du coup, il faudrait qu'on ait du recul historique, mais si effectivement vos services constatent une augmentation des violences intrafamiliales, s'il y a augmentation, il faut qu'on se pose la question des causes de l'augmentation. Une fois qu'on a identifié les causes, donc on va identifier les leviers pour les faire reculer. Alors, justement, parmi ces leviers, on sait qu'il existe toute une gamme de leviers d'action. Le levier d'action répressif qui a vocation à interrompre la commission des violences, le volet curatif qui a vocation à accompagner la victime dans une urgence sociale, une démarche sociale pour éviter, pour la sortir de cette ornière empreinte de violence. Le volet dissuasif qui est là pour la conseiller de façon à éviter la réitération. Le volet préventif, c'est un peu ce qu'on fait ce soir. On informe les gens, on discute un peu, on ouvre le sujet. Selon vous, est-ce que certains leviers font encore défaut? Et parmi cette gamme de leviers que je viens d'évoquer, est-ce qu'il convient de les prioriser ou de les ordonner de manière plus ou moins différente pour avoir une efficacité accrue? Alors moi, je n'aurais pas la prétention à répondre sur la question de la priorité. D'accord. Je pense que là, je ne suis pas assez expert et carré en la matière pour identifier les vraies stratégies. Par contre, ce qui me semble indéniable, c'est que les 4 niveaux répressifs, curatifs, dissuasifs et préventifs que vous identifiez me semblent assez complets pour agir au niveau systémique, on dit en sociologie, sur notre système social qui produit les violences. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a des avancées sur le volet répressif parce que aujourd'hui, les hommes violents excusez-moi, ils sont pris en compte par la justice. En fait, je viens d'avoir un flash et je vais juste pas en parler là, mais parce que du coup, la question des violences, c'est pas que les autres. La question de la violence, peut-être vous, moi et d'autres gens ici, dans nos milieux personnels, autour de nous, on les voit, ces violences faites aux femmes. Elles existent. Il y a une période où des femmes pouvaient demander soutien et ne pas forcément le trouver, y compris toutes les histoires des récits des femmes qui disent qu'elles sont allées porter plainte, la plainte a été refusée. Ça fait partie de l'histoire de nos sociétés, cette situation-là. Aujourd'hui, de ce que j'ai compris, on constate dans les faits que gendarmes comme police, par exemple, montent en gamme de formation et de sensibilisation pour accueillir les situations de plainte, etc. Donc on a une augmentation là-dessus, mais ce n'est pas parce que ça augmente qu'il faut s'en satisfaire. Je pense qu'à chaque fois qu'une femme s'est vue avoir un accueil dissuasif dans la réception de sa plainte, je ne sais pas si je l'ai bien dit, et c'est une erreur de notre société, il faut qu'on renforce à chaque fois. De la même manière que sur le volet de sanctions réelles, on a encore malheureusement quasiment tous les jours ou tous les 2 jours des situations dans la presse qui nous informent de femmes qui parfois avaient alerté les services sociaux, avaient alerté un certain nombre d'acteurs de la société, et malgré tout, elle a été féminicidée, comme on dit, elle a été assassinée par son conjoint. Et donc là, à chaque fois dans ces moments-là, on se rend compte qu'il y a eu une faille dans notre dispositif. Moi, je ne jette pas la pierre à aucun individu. Je parle d'une société qui, collectivement, n'arrive pas à protéger les siens. Et donc là, il faut effectivement qu'on renforce les maillages. Et je crois que là-dessus, donc il faut à la fois qu'on se dise, qu'on regarde ce qui ne fonctionne pas, et à la fois qu'on repère peut-être dans chaque territoire, là où il y a des gens qui arrivent à renforcer le maillage de protection, qu'on arrive à l'assurer. Pareil sur l'aspect dissuasif, je pense effectivement qu'il faut qu'on arrive à renforcer l'aspect dissuasion dans le sens d'être informé que quiconque portera violence sur une femme risque réellement quelque chose. Et donc là, je pense qu'il faut qu'on ait peut-être une alliance avec la partie médiatique. Je pense que quand une personne se fait condamner pour violence faite aux femmes, je pense qu'il faut qu'on augmente la force de frappe de notre société de savoir ça. Il faut que ça se sache. Comme en sécurité routière, quand on sait que on baisse de passer, je ne sais plus, là sur le périph' de Lille, quand on était passé à 130, puis à 110, et puis maintenant à 90, et je ne sais plus si 70, bon, on a mis des dispositifs pour que ça se sache. Et quand ça ne se savait pas assez au niveau information, on a fait savoir que des gens étaient pris au porte-monnaie, et donc ça a eu un effet régulateur donc, effectivement. Pour vous, les leviers d'action
ils sont justes, répressifs, curatifs, dissuasifs et préventifs. Le tout, c'est qu'ils soient coordonnés de façon à ce qu'on ait une véritable complémentarité entre la prise en charge, l'urgence qui vise à stopper net la commission des violences, c'est ce que font bon nombre de nos gendarmes en intervenant le soir dans la sphère privée, interventions qui sont très difficiles, puisque si ces interventions constituent tout au plus moins 9% de nos interventions, elles génèrent plus de 30% des agressions subies par les gendarmes. Donc les interventions dans la sphère privée sont particulièrement dangereuses. Nous, gendarmes, on l'a constaté, les pompiers pourront nous dire exactement la même chose. La sphère privée constitue parfois une arène où le seul droit qui est toléré, qui est compris, est celui de l'auteur de violence, du tyran qui a décidé de régir et d'inféoder et de violenter tous les gens qui évoluent dans cette sphère. Violence faite aux femmes, on en parlait, une femme décède tous les 2 jours sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. Cette violence, elle va aussi vers les enfants. On estime, en 2018 c'était le cas, que 1 à 2 enfants décédés chaque jour suite à des violences intrafamiliales. Donc, on est vraiment sur une sphère privée qui est particulièrement dangereuse. Donc voilà, on a bien compris que cette notion de coordination, elle existe. C'est vrai qu'on y travaille, nous, avec les différents partenaires, et ça fait partie, finalement, de ces leviers d'action qui doivent ne former qu'un de manière très cohérente dans l'ensemble. On arrive à nos 30 minutes déjà. Alors, c'est vrai que ce soir, on était sur une édition un peu particulière. Notre premier invité extérieur, un discours différent, une approche différente. J'espère que celle-ci vous a satisfait. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à la page Facebook du groupement de gendarmerie départementale et nous reviendrons sûrement sur ce type de sujet, sous une autre forme, sous un autre angle, avec une autre approche, avec un autre intervenant extérieur. En tout cas, Jessica Cormon, je vous remercie vivement de votre présence ici ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et je souhaite donc une bonne soirée à tous nos auditeurs et auditrices, internautes. Bon courage à toutes et à tous. Merci, au revoir.